Le trailer avait fait beaucoup réagir. Absurdité historique, rhinocéros monté dans le Colisée, requin aussi parce que... pourquoi pas? Ah, s'il avait eu des raptors, il les aurait mis. Vous avez créé des raptors. Denzel Washington dans le rôle d'un Macrinus blackwashé, mais surtout, la musique. Mon Dieu, cette musique qui aspirait l'âme d'un film mythique avec une vulgaire paille de fast-food en carton. C'était difficile, après ça, d'aller voir Gladiator 2 sans un minimum d'appréhension. Et pourtant... je l'ai fait. Parce que là, on touche à un sujet sensible. On ne plaisante pas avec Gladiator. Je suis parti en éclaireur, la boule au ventre, mais le cœur vaillant, pour vous apporter des réponses. Des réponses à des questions qu'on n'osait même pas se poser. Qu'en est-il des absurdités qu'on avait pu voir dans la bande-annonce? Qu'en est-il de Macrinus et du rôle de Denzel Washington? Est-ce que l'histoire de Lucius se tient? Est-ce que le film est bon? Ou est-ce qu'on a là une suite catastrophique qui vient salir l'immensité du premier? Et puis d'ailleurs, Gladiator avait-il besoin d'une suite? Il me semble que personne l'avait demandé. Ridley Scott sait-il toujours faire des grands films? Ridley Scott sait-il toujours faire des films? Après le Napoléon, on se demande. Bref, on va revenir là-dessus avec comme toujours un petit point sur la cohérence historique, même si bon là, avec Gladiator, c'est pas le sujet, mais ça a été au cœur des polémiques, et ensuite une critique en bonne et due forme. Et le tout sans spoil. J'ai fait un effort. Alors si vous êtes prêts et que vous avez en vous la force et l'honneur, eh bien suivez-moi. Bon, rapidement, je vous fais le topo du film, le synopsis. L'histoire se déroule 20 ans après celle du premier et on suit cette fois donc Lucius, incarné par Paul Mescal, le fils de Lucilla et donc petit-fils de Marc Aurèle, qu'on avait connu jeune dans le 1. Pour le protéger des intrigues et des tourments de Rome, Lucilla l'a envoyé en Numidie, où il grandit paisiblement, se trouve une femme, jusqu'à ce que les armées romaines, dirigées par le général Acacius, incarné par Pedro Pascal, n'envahissent son pays. Sa femme est tuée, Lucius est fait prisonnier, puis devient gladiateur, ce qui le conduira à Rome, où il va vouloir désormais, en marchant dans les pas de son modèle Maximus, assouvir sa vengeance, particulièrement envers le général Acacius. Une Rome alors gouvernée par les très extravagants empereurs Geta et Caracalla, et une Rome au bord de la révolte. Et s'il arrive jusqu'à Rome, c'est grâce à un certain Macrinus, incarné par Denzel Washington, un riche négociant et marchand d'esclaves et de gladiateurs qui a lui aussi des ambitions politiques. Voilà, je pense avoir plutôt bien résumé, et pour ce qui est du scénario, je le trouve pas trop mal. Je trouve intéressant de centrer le récit sur Lucius, premièrement parce que son parcours est intéressant, tout comme ses liens avec Maximus, il méritait une histoire, et deuxièmement parce que historiquement il n'existe pas. Enfin si, Lucius Verus II existe, mais il est mort jeune, donc c'est intéressant de lui donner une destinée dans la fiction. D'ailleurs, le général Acacius n'existe pas non plus, tout comme Maximus, mais je vous apprends rien. Par contre, Macrinus, incarné par Denzel Washington, lui il existe bel et bien, et là il y a des choses à dire. Voilà, donc en termes de scénario, de continuité de l'histoire originelle qui s'insère dans un contexte historique, c'est plutôt pas mal, je dirais que c'est validé. Merci David Scarpa, le scénariste. Merci, on aurait aimé une telle vision pour le Napoléon de Ridley Scott, sur lequel il a également travaillé, sauf qu'à ce moment il devait être en dépression, c'est pas possible. Ah, le petit coup de mou, ça arrive. Voilà pour l'histoire, ce qui vaut au film un premier bon point. Mais c'est pas fini. Poursuivons maintenant avec un petit point historique, en revenant entre autres sur les polémiques qu'avait suscité la bande-annonce, puis on enchaîne sur la critique. Juste avant, un petit mot pour remercier mon partenaire, les fidèles de chez Terre de France. Vous les connaissez bien maintenant, il s'agit d'une entreprise française engagée et enracinée qui vous propose plusieurs gammes de produits 100% fabriqués en France par des artisans locaux ou dans leurs ateliers. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter leur collection de drapeaux. Alors autant vous le dire tout de suite, il y en a pour tous les goûts. L'authentique drapeau tricolore, le drapeau du Premier Empire évidemment, celui du Royaume de France avec les fleurs de lys, le drapeau du cœur sacré, mais aussi, et là on est parfaitement dans le thème, le drapeau SPQR. Ah, vous le savez, le drapeau du Premier Empire a ma préférence, mais là j'avoue que le petit SPQR là il me tente plutôt bien. Tous leurs drapeaux sont fabriqués au sein de l'atelier Terre de France au cœur de la Provence avec du tissu français et tous sont ornés d'une frange dorée. C'est beau, c'est français, c'est de la qualité et à l'approche de Noël, ça peut être une excellente idée de cadeau engagé et qui a du sens, comme tous les autres produits de leur catalogue d'ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur leur site pour faire votre choix grâce au lien en description et avec le code LAN, vous aurez la livraison gratuite. Ça me fait plaisir. Merci à Terre de France et nous, on reprend. Allez, on enchaîne avec un petit point historique léger, parce que je tiens à préciser que non, je ne suis pas un abruti psychorigide. Je sais que Gladiator s'inspire de l'histoire, s'en sert de cadre, mais que ça reste une fiction. Il n'empêche que pas mal de trucs avaient fait polémique à l'époque du trailer
et on va revenir dessus. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, alors rapidement on enchaîne. L'eau dans le Colisée, hein, oui, bizarrement, ça en a surpris certains. Oui, il y a bel et bien eu de l'eau dans le Colisée. Au début, en tout cas, il y avait un système d'étanchéité avec du drainage. On y assistait à des reconstitutions de batailles navales historiques, donc c'était pas des combats de gladiateurs. C'était très rare et ça a été abandonné dès le début. Hein. Et au IIIe siècle, à l'époque où se passe le film, il y avait déjà plus d'eau dans le Colisée. Par contre, la bataille navale qu'on voit dans le Colisée dans le film, je trouve qu'elle est nulle. Voilà. Je tenais juste à le préciser. Il y avait mieux à faire, quoi. Le requin, par contre, ça a été le deuxième point de polémique. Bon, là, j'avoue, ils ont poussé le bouchon un peu loin. Évidemment, il n'y a aucune trace qu'un requin ait été dans le Colisée. Ça aurait été impossible de le transporter dans de l'eau salée en plus. Et puis, l'eau du Colisée était trop peu profonde pour y accueillir un requin. Il est même possible, figurez-vous, que les Romains n'aient jamais su ce qu'était un requin. Ça, c'est ce que dit une historienne, Sardie Barch, qui est professeure de lettres classiques à l'université de Chicago, et elle a défoncé le film là-dessus en le qualifiant de bullshit hollywoodien. Ça, c'est les historiens habituellement, c'est leur boulot de défoncer les films. Eux, ils sont psychorigides. Ok. Par contre, Ridley Scott, lui aussi, regardez ce qu'il répond. Non mais regardez ce que Ridley Scott répond. Vous vous trompez complètement. Le Colisée a été inondé avec de l'eau et il y a eu des batailles navales. Mec, si tu peux construire un Colisée, tu peux l'inonder avec de la putain d'eau, tu plaisantes, et faire sortir de la mer quelques requins dans un filet. Tu rigoles? Bien sûr qu'ils le peuvent. Mais n'importe quoi. Il aurait dû répondre comme d'habitude, oh les historiens je les emmerde, ou alors répondre, et les gars, c'est du show, c'est du divertissement, on est là pour le grand spectacle, et on aurait totalement compris cette réponse. Mais là le mec s'enfonce, bien sûr qu'il le pouvait, tu rigoles, il suffit d'aller pêcher un petit requin. Non, Ridley, arrête. Moi, ça m'a pas choqué. Le requin, voilà, c'est du show. On est là pour le grand spectacle. C'est un film épique. Je sais très bien que c'est pas avéré historiquement. On s'en fout. Et c'est pareil pour le rhino. Troisième point de polémique. Alors, pour le coup, oui, il y a bel et bien eu potentiellement des rhinocéros dans le Colisée, mais en aucun cas montés par un gladiateur. D'ailleurs, est-ce qu'un rhinocéros peut être monté par qui que ce soit? Donc on retrouve des traces de rhinocéros au Colisée, mais ça s'intégrait dans des combats qui étaient différents. C'était même pas des combats, c'était des spectacles de chasse en fait qu'on appelait des venaciones. C'était pas des combats de gladiateurs contre des animaux. C'était des chasseurs qui venaient traquer des animaux exotiques. En revanche, pour le coup, contrairement à la bataille navale que j'ai pas aimé, là la scène du rhino dans Gladiator 2, je trouve qu'elle est plutôt stylée, franchement. Comme je l'ai dit, on est là pour le grand spectacle, on est là pour le frisson, et ça fait son petit effet. Un rhinocéros monté, c'est impressionnant, le combat est pas mal, moi je valide. Pareil pour les singes d'ailleurs, dans le film, ça m'a surpris. C'était le but, ils sont là pour ça. Je m'en fous de savoir, moi je sais qu'il n'y en a pas eu, mais je m'en fous. Par contre, je trouve qu'ils sont mal faits. Et à part ça, alors rapidement sur les autres points, oui, le film reprend les éternels clichés sur les gladiateurs en mélangeant deux époques, l'époque où c'était des prisonniers et des esclaves, et l'époque où c'était des professionnels. Mais bon, ça le 1 le fait aussi, et puis tous les films le font, tout comme le pouce, tu vis, tu meurs, ça aussi, c'est non. La bataille du début, où des sortes de navires avec des catapultes incendiaires et des tours de siège foncent dans les murs, débile. On se croirait un peu dans le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est le gouffre de Helm, là. Mais bon, la bataille est plutôt sympa, beaucoup moins que celle du premier, qui est inégalable et qui comportait déjà des erreurs historiques. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la mets en description. La bataille est plutôt sympa. Si on considère que c'est encore une fois du grand spectacle, ok. Mais si on prend ça d'un point de vue historique, on a littéralement envie de se foutre en l'air. Les empereurs Geta et Caracalla, qui ont bel et bien régné conjointement, sont ridiculeusement caricatureux. Alors ça peut être fondé historiquement, cette critique, mais là vraiment, le trait est trop marqué. Et ça m'amène à un point important, je fais vraiment une parenthèse là-dessus. L'éternelle image au cinéma de l'empereur romain, forcément fou, forcément excentrique, forcément tyran, à part Marc Aurèle bien sûr, parce que Marc Aurèle c'est le philosophe, intouchable. Et toujours dans les films et dans Gladiator, cette petite morale crypto-marxiste en fond, voilà, c'est la Rome impériale tyrannique qui opprime le gentil peuple affamé en lui donnant du pain et des jeux pour le divertir. Ça, j'en avais parlé en détail dans une autre de mes vidéos de ma critique de la série Those About to Die avec Anthony Hopkins. Je vous mets aussi ça en description parce que j'approfondis un peu plus le sujet. Mais bon, oui, ça m'énerve que Rome soit toujours ramené à la corruption et à la tyrannie, aux orgies et à la décadence. Putain, les gars, ça a quand même duré 1000 ans. C'est bizarre, ça, non? Bref, là, c'est habituel chez Scott, c'est le fantasme de la Rome du Sénat en opposition à la Rome impériale. Bon.
voilà, habituel, mais désolé, mais moi, le Sénat, ça me fait pas rêver, quoi. Hein. Putain, mais laissez l'Empire tranquille, quoi. D'autant qu'à la fin du film, on a ce message horriblement actuel. Rome doit être une cité ouverte à tous, à ceux qui souffrent, blabla. Insupportable. Et ça, c'est vraiment pas un défaut du 2, hein, c'est un défaut de Gladiator tout court. Bref, et enfin, pour finir avec les polémiques historiques, Macrinus. Alors, Macrinus ou Macrin a bel et bien existé, mais non, ça n'était pas un riche négociant marchand d'esclaves. Jamais un Rome, un négociant d'esclaves n'aurait pu se hisser au rang d'empereur, parce que historiquement, Macrin est devenu empereur. Il était membre de l'ordre équestre, hein, donc chevalier. Il était préfet du prétoire, donc commandant de la garde prétorienne. Non, c'était pas un marchand d'esclaves. Et surtout, je l'avais rappelé à l'époque, non, hein, il n'était pas noir. Il est né à Césarée de Maurétanie, en actuelle Algérie. C'est donc un Maure, hein, un berbère d'Afrique du Nord. C'est pas du tout un noir, c'est pour ça que beaucoup ont crié au blackwashing. Donc oui, c'est clairement du blackwashing, on en avait déjà parlé, je vais pas revenir là-dessus, mais comment dire, disons que à l'échelle du film, c'est plutôt léger quoi. D'autant que Denzel Washington dans ce film est très bon, vraiment. Il joue très bien. Il apporte vraiment quelque chose. Alors, il en fait trop parfois avec son parler new-yorkais. Le mec se croit littéralement dans American Gangster, dans Boys in the Hood même parfois. Donc oui, il en fait trop parfois, mais vraiment, je trouve qu'il apporte quelque chose au film. Il apporte de la fraîcheur au film. Et l'écriture de son personnage est vraiment très profonde et complexe. Du coup, je trouve que au-delà de cette polémique sur le blackwashing, qui est justifié, hein, au-delà de ça, au niveau wokisme, pour ce qui est de Gladiator 2, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Et même pour ce qui est de la polémique liée à Macrinus, Denzel Washington a rattrapé le truc par sa prestation. C'est mon avis en tout cas. Voilà pour les petites polémiques et les recadrages historiques. Maintenant, passons à la critique, je le rappelle, sans spoil. Alors, que penser de ce Gladiator 2 ? Eh bien, je vais y aller point par point, les positifs comme les négatifs. Le premier point positif, c'est... Je vous l'ai dit au niveau de l'histoire. Au niveau de l'histoire du scénario, pour moi, c'est validé. Lucius méritait d'avoir son histoire. Personne n'attendait un Gladiator 2, mais l'angle de Lucius est vraiment bien. L'intrigue est bien ficelée, elle est moins manichéenne que dans le premier. Et le rebondissement final, alors je vous en dis pas plus parce que sinon c'est du spoil, mais je trouve que le rebondissement final est intéressant. Voilà, l'histoire, l'intrigue n'est pas plate. La musique, alors point extrêmement important puisque ça avait été la plus grosse polémique à l'époque du trailer, puisqu'il y avait du rap, du Jay-Z je crois, si je me souviens bien, dans la bande-annonce. Finalement, on a une musique classique, orchestrale, qui est faite par Harry Gregson Williams, qui est lui-même un disciple d'Hans Zimmer. Hans Zimmer qui avait composé la bande originale légendaire de Gladiator 1, et bien sur ce plan-là, Harry Gregson Williams, je trouve, nous livre une masterclass. Pourquoi ? Parce que l'enjeu était énorme, succéder à Zimmer quand même, et sur ce plan, eh bien je trouve qu'il a innové tout en faisant émerger à des moments clés des réminiscences des classiques de Zimmer et de Gladiator 1. La musique est vraiment formidable. Classique, c'est-à-dire nostalgique, tout en innovant un peu et en apportant un peu de modernité. Je trouve qu'il a géré. Autre point fort, les décors, absolument magnifiques. Hein. Ridley Scott a littéralement reconstruit des pans entiers de Rome et du Colisée. D'ailleurs, le Colisée lui-même, qui est l'un des acteurs principaux de Gladiator, le Colisée est absolument sublime. Et aussi en parlant des décors, les costumes aussi sont très réussis. Mais on a, devinez quoi, un retour de la couleur. Mais oui, merci Ridley Scott, merci de nous avoir rappelé que la couleur existait dans le cinéma. Ridley Scott qui nous habitue tout le temps à ces filtres grisâtres et bleus. Là, paf, explosion de couleurs, sauf pour les flashbacks et les scènes en Afrique du Nord, où on a le filtre jaune. Explosion de couleurs, c'est magnifique, c'est resplendissant. Putain, mais merci Ridley, merci. Merci de nous avoir rappelé que la couleur existait. Les acteurs maintenant, alors Paul Mescal, excellent. Excellent Lucius, un Lucius vengeur, hein, mais pas que, hein, il n'a pas qu'un seul jeu. Il peut être aussi drôle, réfléchi, bref. Pedro Pascal est ok, hein, et son personnage est bien écrit, il est plus profond, c'est pas un antagoniste aussi marqué que commode. Il y a beaucoup plus de complexité dans la haine que Lucius lui voue et dans le dénouement final. Mais là, je ne vous en parle pas parce que c'est du spoil. Joseph Quinn, qu'on avait découvert dans Stranger Things, est excellent en Guetta, je trouve. Denzel Washington, je vous l'ai dit, très bon, vraiment, il colle bien au personnage. Même si, comme je l'ai dit, il en fait parfois un peu trop, il apporte vraiment quelque chose. Et son personnage est bien plus complexe, encore une fois, que par exemple Proximo dans le 1. À part ça, voilà, rien à dire sur la réal, hein, on a un péplum épique, plutôt bien rythmé. Les combats sont plutôt sympas, sans être incroyables, hein, faut pas s'enflammer.
La bataille du début, je l'ai dit, c'est passable. Les rappels permanents au 1, que ce soit au niveau musical ou des flashbacks ou des références ou des citations, on a des rappels permanents à Gladiator 1. Alors ça nous ramène à notre nostalgie, c'est ça qui nous procure des frissons. Mais du coup, c'est un peu facile, je trouve, c'est une béquille. Le film a un peu trop tendance à s'appuyer là-dessus et il est assez flemmard. Il s'appuie un peu trop sur le 1, mais comment lui reprocher quand on voit le monstre qu'a été le 1? Je trouve que l'écriture est soignée, ça se ressent avec les dialogues notamment. On a beaucoup de références à des philosophes antiques, hein, Virgile, Épicure, Marc Aurèle bien sûr. J'ai bien aimé la petite ref quand Caracalla dit, en parlant du peuple qui est affamé, qu'il mange de la guerre. Voilà, c'est une ref à Marie-Antoinette, qu'il mange de la brioche, même si la reine n'a jamais dit ça. On sent que David Scarpa a travaillé sur l'histoire de France et sur Napoléon, mais comme pour Napoléon, on sent que là aussi il a rien compris. Bon, par contre, les Romains qui arrêtent pas de dire Vae Victis, là aussi il a rien compris, hein, parce que Vae Victis c'est Brennos, hein. Donc un Gaulois. Par contre, ce que je n'ai vraiment pas aimé, c'est les CGI, hein, les effets spéciaux numériques. Pour autant, les décors alors, sont superbes, mais quand il n'y en a pas, c'est vraiment moche, quoi. C'est vraiment symptomatique du cinéma moderne, du cinéma actuel, où beaucoup de choses est tourné sur fond vert, sur fond bleu. Il y a beaucoup de numérique aujourd'hui, et surtout pour ce qui est des scènes de bataille, etc. Les reconstitutions nous manquent, même quand des figurants étaient dupliqués, je trouve que ça a apporté un peu plus d'âme. Là, quand il y a du monde à l'écran, ou quand il y a de la profondeur, comme lors des scènes de bataille, je trouve que ça donne une bouillie numérique infâme. J'aime pas du tout. Donc voilà pour ma critique. Je valide totalement l'histoire, je valide totalement la musique, je valide totalement, je regarde mes notes, les décors, les costumes, les couleurs, merci Ridley, les acteurs c'est très bien, l'intrigue c'est ok, l'écriture c'est soigné. Les seuls défauts pour moi du film, c'est les CGI, je viens de le dire, les effets spéciaux, l'abus d'effets spéciaux, les sempiternelles caricatures de Rome et la morale populiste, mais ça c'est un reproche qu'on peut faire au 1 aussi, et qu'on peut faire à tous les films sur Rome d'ailleurs, et le scénario, parfois un peu trop calqué sur le 1, un peu flemmard là aussi, mais surtout le principal reproche que je ferai à ce film, bah, c'est que c'est le 1 en moins bien quoi. C'est ça le principal souci. C'est le 1 en moins bien. En résumé, ouf. Ouf. Voilà comment je résumerai mon sentiment. C'est pas génial, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est loin d'arriver au début du bas de la cuisse du premier, mais c'est plutôt pas mal. La tâche était immense, hein, succéder à Gladiator. L'épique est au rendez-vous, c'est ce qu'on attend d'un Gladiator. Le lore et l'histoire sont respectés, le film sait parler à notre nostalgie. Parfois, je l'ai dit, on a un peu, beaucoup, l'impression de revivre le 1, mais étape par étape. La capture, la mise en esclavage, ensuite devient gladiateur, se fait repérer par machin, arrive à Rome, sentiment de vengeance. Donc on a l'impression de revivre le 1 étape par étape, mais en moins bien. Et ça, j'avoue, c'est chiant. Ça, c'est un point faible du film. Cependant, la dernière partie du film, jusqu'à la fin, et pas de spoil, elle arrive à nous surprendre et à nous faire sortir de ça. Mais ça, j'en dis pas plus. Disons qu'en termes d'écriture et de rebondissement, c'est beaucoup plus complexe et profond que le 1. Sinon, bah, l'action est ok, la mise en scène est gérée, les acteurs sont bons, la musique est superbe. C'est ce qu'on attend d'un péplum, c'est ce qu'on attend d'un Gladiator 2, et je dis bien Gladiator 2, un Gladiator de 2024. Il fait le boulot. C'est pas un digne héritier, mais c'est au moins un héritier. Et même ce qu'on craignait le plus, comme par exemple Denzel ou la musique, bah au final c'est pas si mal, voire plutôt bon. Donc la question, faut-il aller voir Gladiator 2 si certains attendent de savoir? Moi personnellement je vous le conseille 100 fois. Au cinéma par contre, hein, et ça c'est important, j'insiste là-dessus, au cinéma. Parce que je suis pas sûr que sur télé ce soit le même ressenti. Et je vous parle même pas des gens qui regardent des films sur ordinateur ou sur téléphone, hein. Ça, ces gens-là, faut directement les jeter au lion, quoi. Je mettrai pas de notes, parce que c'est toujours difficile de juger un film dès sa sortie. Là, je l'ai vu hier, vous voyez, je suis encore dans l'excitation du moment. Un film comme ça, il faut prendre le temps de le digérer. Mais, pour l'instant, je reste sur un sentiment plutôt positif. Bon, encore une fois, ça reste très en dessous du 1, je l'ai dit, hein, c'est le 1 en moins bien, mais il s'en sort plutôt honorablement, vu la taille du défi qui était à relever. Franchement, on pourrait le résumer comme ça, quoi. Si on devait retenir une phrase de ma critique, ce serait « c'est le 1 en moins bien ». Mais ça veut à la fois tout et rien dire, parce que le 1 est tellement haut que le 1 en moins bien ne veut pas forcément dire mauvais, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, moi je l'ai trouvé plutôt bon. Alors je sais pas si je dis ça ou si j'ai ce sentiment parce que la bande-annonce faisait très peur, du coup on partait de loin, mais ouais, je le trouve plutôt bon. Pas exceptionnel, ça c'est sûr, mais pas désastreux, ça c'est encore plus sûr. En résumé, non. En soi, je ne pense pas que Gladiator avait besoin d'une suite et personne ne l'avait demandé. Il n'empêche que si on part du principe qu'on veut donner une histoire à Lucius, ce qui est une bonne idée, et que Ridley Scott s'est mis en tête de le faire,
on ne peut que juger du résultat. Et ce résultat, de prime abord en tout cas, il est validé. J'ai ouï dire qu'on parlerait déjà d'un troisième. Et là par contre, j'ai peur. Après, c'est peut-être tout ou rien. J'ai dit que Gladiator ne méritait pas forcément de suite, mais peut-être que Gladiator mérite sa saga. Qui sait ? Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment parce que là j'ai lu aucun avis, je voulais vraiment me faire mon propre avis avant de consulter les critiques. Je sais pas, ça se trouve le film est très mal noté et je suis complètement à côté de la plaque. Là je vous donne vraiment mon ressenti, le vôtre aussi m'intéresse, dites-moi ça en commentaire, vraiment qu'on en discute. Et si vous ne l'avez pas vu et que vous avez écouté ma critique et que ça vous a donné envie d'aller le voir, encore une fois, dites-le moi. Et si je vous ai donné envie d'aller le voir parce que je vous ai pas spoil et que vous avez été déçu, et que vous me détestez, dites-le moi aussi. Ça fait du référencement aussi. Voilà, vraiment sujet sensible, hein. J'ai essayé de prendre le plus de recul possible, pas facile en plus parce que j'ai dû sortir la vidéo immédiatement après la sortie du film. Mais voilà, ma critique est livrée, maintenant à vous la parole. Merci encore à Terre de France qui a sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de retrouver leur drapeau et tout le reste de leur catalogue en description. Le code LAN vous offre les frais de port gratuits. Et puis moi je vous dis à très vite.